Merci beaucoup, professeur Launay. Merci de l'invitation. Moi, je suis ravi de participer toujours avec Symposium Patient où on peut échanger. Un sujet un peu difficile pour aborder avec les patients, les innovations thérapeutiques, dans le sens que n'hésitez pas à m'interrompre si vous trouvez que ce n'est pas clair. Parfois, effectivement, on est tellement plongé dans nos recherches que parfois on oublie qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément évidentes pour vous. Donc, on est toujours comme le professeur Klosowski, donc on est obligé de rappeler les liens d'intérêt. Et là, en plus, sur les innovations thérapeutiques, forcément, les liens d'intérêt ont tout leur sens. Je vais vous parler de la première innovation, c'est ce qu'on appelle les CAR T-cells. Donc, c'est l'anglais, ça veut dire Chimeric Antigenic Receptor T. Donc, en gros, ça veut dire que ce sont des cellules lymphocytes T qui sont reprogrammées. En fait, c'est principalement pour les maladies auto-immunes. Donc là, c'est ce schéma qui montre, alors je suis désolé, j'ai pris des schémas en anglais, mais en fait, quand vous avez une lésion tissulaire, il y a le système immunitaire qui participe à la réparation. Sauf que, eh bien, chez certaines personnes, en fait, il y aura une persistance de cette inflammation et ce qui peut entraîner effectivement une boucle auto-immune. Et donc, c'est dans les maladies auto-immunes, voilà, il y a des cellules qui restent actives, notamment des globulons qu'on appelle les lymphocytes. Et l'idée, c'est de, voilà, essayer de cibler ce type de lymphocytes. Alors en fait, cette technologie, elle a été d'abord utilisée en hématologie pour les cancers du sang, les leucémies, les lymphomes, les myélomes. Ça date de 2010, hein, donc vous voyez, il y a quand même maintenant un peu un recul. La première fois, c'était les enfants qui avaient des leucémies et donc qui étaient réfractaires au traitement. Et donc, en fait, l'idée, c'est, en fait, les premiers, c'est surtout des Allemands, hein, Erlangen. Donc, cette ville où ils ont effectivement, par exemple, la première, c'était une patiente qui avait un lupus pour lequel, effectivement, elle était réfractaire au traitement. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, le CAR-T-cell, parce que vous en avez probablement entendu parler, et vous le voir, c'est quand même pas anodin. En fait, tout d'abord, vous voyez, en fait, on va récupérer aux patients ces lymphocytes, on va en fait les faire modifier, hein, c'est pour ça qu'on va chez MEC, en fait on fait une modification de leurs récepteurs pour en fait qu'ils soient dirigés contre ce lymphocyte que je vous ai dit, hein, qui participe à la boucle auto-immunité, qu'on appelle le lymphocyte autoréactif. Donc vous faites ces lymphocytes modifiés, vous les faites se multiplier, et puis en fait vous allez le réinjecter au patient. Et en fait avant de le réinjecter, c'est comme une greffe de cellules souches, vous allez mettre de la chimiothérapie pour un petit peu laisser de la place dans la moelle osseuse pour que ces lymphocytes puissent se multiplier. Et l'idée, vous voyez, c'est qu'il cible ce type de lymphocyte dans les maladies auto-immunes qui est impliqué dans la pathologie. Donc voilà, c'est juste pour montrer rapidement, vous injectez, en fait, ce qui se passe, c'est que ces lymphocytes, ils restent très peu de temps, finalement, on a un peu eu le recul, on a moins d'une centaine de cas, mais ce qui se passe, et après, en fait, il y a ce qu'on appelle un espèce de reset immunologique. Ça veut dire qu'en fait, vous avez détruit les lymphocytes qui étaient autoréactifs, et finalement, il y a de nouveaux lymphocytes qui apparaissent. Et donc, juste pour vous montrer, globalement, je sais, hein, c'est des diapos un peu compliqués, mais c'est juste pour vous expliquer juste que les données qu'on a. Alors, je vais vous l'expliquer sur cette diapo et passer un petit peu de temps. Donc en fait, vous voyez, alors je suis désolé, hein, c'est encore en anglais, mais vous avez donc les premières données, elles datent, alors, la diapo, hop, je vais juste vous montrer, vous voyez, c'est quand même récent, hein, c'est 2024, donc cette série notamment des Allemands. Donc, vous voyez, vous avez SLI, c'est le lupus, donc une maladie auto-immune, les myosites inflammatoires aussi, une maladie auto-immune, et la sclérodermie. Donc, vous voyez, ça reste limité à ces 15 patients pour lesquels ils ont bénéficié de ce protocole CAR-T-cell. Et donc, vous voyez, hein, pour ces patients, ce qui est très intéressant, bah, c'est que vous voyez, en fait, ces patients, notamment le lupus, bah, ils arrivent en rémission sans traitement. Donc, ça veut dire que ces patients, ils n'ont plus de traitement de leur maladie auto-immune. Donc ça, voilà, ça veut dire que, mais il faut qu'on le verra juste après, c'est quand même, c'est pas, c'est qu'en fait, avant de mettre le carticelle, il faut qu'on arrête les traitements de la maladie auto-immune. Parce qu'en fait, comme les traitements, ils font baisser les lymphocytes, ben, en fait, il faut finalement arrêter ce traitement pour qu'il y ait assez de lymphocytes pour que ça marche. Mais vous voyez, hein, donc les scores, ça, c'est les scores d'activité. Donc, c'est voir l'activité, par exemple, du lupus. Hein, vous voyez, pof, ça dégringole. On surveille aussi les types d'anticorps dans le lupus. Donc, les ADN natifs, vous voyez, ça descend. Il y a parfois des atteintes rénales, bah, c'est pareil. Donc, l'expression des protéines dans les urines, bah, ça diminue. Et pareil, c'était pour les maladies inflammatoires du musculaire. Donc, l'enzyme du muscle, elle est très augmentée dans cette maladie. Donc, vous voyez pas aussi, ça diminue. Les scores, ça, c'est les scores d'évolution. Donc, ça veut dire qu'il y a une amélioration majeure
pareil, vous voyez, à chaque fois, ces scores, c'est très impressionnant. Et pareil pour la sclérodermie, donc ça, c'est des scores voilà, de sévérité de la sclérodermie ou de l'atteinte cutanée. Donc, vous voyez, c'est quand même un concept qui est quand même très nouveau en maladie auto-immune, c'est se dire, bah, en fait, on va peut-être, attention, c'est peut-être que c'est encore très récent, mais on va peut-être guérir des patients, ou en tout cas mettre des patients en rémission sans traitement. Et donc là, oui. Alors par contre, on va le dire tout de suite, la technologie, elle reste chère, hein. Actuellement, c'est quand même 300 000 euros par patient. Donc, ouais. Mais c'est une technologie qui est quand même utilisée, pas de pratique, pas, alors on va dire courante, c'est peut-être un terme un peu excessif, mais en hématologie, voilà, il y a des patients qui étaient réfractaires aux différentes lignes où on leur propose assez facilement voilà, les carticelles, sachant que maintenant, il y a des centres académiques qui peuvent produire ce type de cellules, mais quand même beaucoup, c'est encore dans des essais cliniques où il faut envoyer aux États-Unis faire ces reprogrammations cellulaires et les injecter. Et donc là, je vous présentais après sur la polyarthrite rhumatoïde. Mais en fait, donc, juste pour bien penser ça, c'est qu'il faut pour les patients, c'est pour les patients réfractaires, la réflexion, c'est de se dire, OK, donc il va falloir, arrêter le traitement de la maladie auto-immune avant de pouvoir faire ce protocole. Et deuxièmement, vous voyez, c'est quand même mettre des chimiothérapies, c'est avec, on va en parler des effets indésirables, donc peut-être il y a un prix à payer quand même. Donc là, c'était pour juste vous donner l'exemple de cette patiente. Donc, cette patient, on a le seul cas de la polyarthrite rhumatoïde, c'est aussi une maladie auto-immune qui touche les articulations. Et donc, en fait, pareil, en fait, le carticelle, ce qui est intéressant, c'est que, et ben, c'est pareil, donc juste pour vous montrer, bah là, pareil, les anticorps associés à la polyarthrite rhumatoïde, ils dégringolent. Les scores associés à l'activité de la polyarthrite, bah ça, le DAS28, il dégringole. Là, HAQ, c'est le score de qualité de vie, bah, il s'améliore nettement. Et donc là, je vais revenir, c'est un peu l'échographie, c'est montrer en fait l'inflammation. Donc, oui, c'est très abstrait pour vous, mais vous voyez tout ça, c'est une articulation qui a du liquide, qui est inflammé, et tout ce qui est rouge, ça montre qu'il y a des petits vaisseaux, donc c'est-à-dire qu'il y a de l'inflammation. Donc ça, c'est avant, ça, c'est après. Vous voyez, on voit plus, là, il y avait le tendon, on voit plus d'inflammation à ce niveau-là. Donc c'est quand même très intéressant comme, pathologie, enfin comme technologie. Alors c'est plus, vous voyez, pour les maladies auto-immunes, par exemple, dont je traite aussi les patients qui ont une spondyloarthrite, et le lymphocyte B, c'est pas, par exemple, la cellule clé de cette pathologie. Donc, par exemple, c'est pas un traitement qu'on va proposer, comme par exemple, pour l'instant, pour les maladies inflammatoires de l'intestin, c'est pas forcément un protocole qu'on va proposer aux patients. Simplement pour vous montrer, vous voyez, ça c'est le nombre d'essais cliniques qui sont développés des carticelles dans les maladies auto-immunes. Vous voyez quand même que ça commence à monter. Et c'est pareil, donc il y a différents types d'essais, donc vous voyez un peu la répartition. Je vais juste vous montrer ça, c'est que vous voyez principalement le nombre de patients inclus, et en fait on voit bah, actuellement ce qui est vraiment été la pathologie phare, c'est le lupus. Donc vraiment, les lupus qui en grande partie, ça c'est la néphropathie lupique aussi. Vous voyez la polyarthrite rhumatoïde par exemple, c'est beaucoup plus faible. Pourquoi? Bah déjà parce qu'on a quand même pas mal de lignes thérapeutiques, mais on a un très faible nombre, hein, je pense qu'on a moins de 5% de patients qui sont d'authentiques réfractaires inflammatoires. Et la question, en fait, par exemple, pour mes patients qui ont une polyarthrite rhumatoïde, c'est que vous voyez comme le prix à payer pour faire ce carticelle, où en fait, finalement, le risque vital, il n'est pas forcément en premier lieu, ce qui est différent des fois du lupus ou par exemple des néphropathies qui peuvent vraiment être très impactants, où les gens finissent voilà, en dialyse, où là, vraiment, ça a un impact vital. La polyarthrite rhumatoïde, ça se pose la question. Après, il y a effectivement des patients, il y a déjà des essais académiques, mais aussi des essais industriels, où les patients, effectivement, sont prêts à accepter ça en disant puisque l'idée, c'est de ne plus avoir de traitement à la suite. Mais c'est, vous voyez tous les prix qu'il y a à payer. Je vais juste vous parler de deux syndromes classiques effets indésirables. En fait, dans le carticelle, on a ce qu'on appelle le syndrome de relargage cytokine. Vous voyez un petit peu ce que c'est. Alors, je vais essayer de voilà, le traduire en termes simples. Et vous voyez, les gens font de la fièvre, ils baissent leur tension, ça peut être des problèmes respiratoires. En fait, c'est parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a un relargage de messagers inflammatoires. Alors, vous voyez, c'est surtout, on l'a vu, surtout, notre expérience, c'est par rapport aux pathologies hématologiques. Et en fait, quand vous avez beaucoup de cellules tumorales, ben en fait, quand elles sont détruites, elles vont relarguer. Il y a aussi un relargage, donc ça relargue pas mal de messagers inflammatoires. Et donc, le traitement, bah, vous voyez, c'est des corticoïdes ou une biothérapie qu'on utilise notamment pour la polyarthrite rhumatoïde qui s'appelle le tocilizumab, qui bloque un des messagers d'inflammation qui s'appelle l'interleukine 6. Mais en fait, on a encore une fois, c'est des données limitées dans les maladies auto-immunes.
on a l'impression, dans les données qui ont été décrites, que cet effet-là, il est pas très sévère. Vous voyez les différents grades dans les SO. Et donc, par exemple, c'est un grade 1, c'est-à-dire le moins sévère. Parce qu'en fait, on n'a pas vraiment cette masse tumorale comme dans dans les pathologies hématologiques. Il y en a un autre aussi. Vous voyez, c'est les carticelles, ça peut donner des symptômes de neurotoxicité, hein. Et en fait, par exemple, les patients qui ont ce type de protocole, en fait, tous les jours, quand ils reçoivent les carticelles, ils lisent la même phrase, en fait. On doit leur faire lire la même phrase, et dès qu'on voit qu'ils commencent à avoir un petit peu à buter sur les mots, là, il faut effectivement intervenir. Donc, vous voyez, c'est des confusions, des troubles de mémoire, d'orientation. Mais c'est souvent réversible avec traitement de corticoïdes. Souvent, c'est pareil, c'est ce type de symptômes, d'effets indésirables, c'est plus lié en pathologie hématologique, ou même les hématologues connaissent très bien ce problème. Et en maladie auto-immune, si ça a été décrit, c'est toujours aussi peu sévère. C'est probablement cette problématique, c'est en fait parce que c'est une masse tumeur. Donc, vous voyez, c'est intéressant. Donc, ça, c'est vraiment l'écartissesse parce que c'est vraiment comment on dit en anglais, le hot topic, le sujet vraiment très tendance actuellement parce que c'est un concept qu'on m'a dit au on n'avait pas. En fait, on me dit, est-ce qu'on peut mettre en rémission nos patients sans traitement? Il y a pour les patients qui avaient un lupus où vraiment on obtient des choses effectivement incroyables. Même pour la polyarthrite rhumatoïde, effectivement, on a quelques patients, hein, c'est la majorité de nos patients n'ont pas ça, mais on a quelques patients où voilà, ils sont réfractaires à tous les traitements très inflammatoires. Et ça reste que c'est vrai, ça peut être une option. Mais vous voyez, le problème, c'est que c'est un traitement très personnalisé qui coûte très cher. Et donc, euh, l'alternative, je regarde juste si je suis pas trop en train de dépasser, ça va. Donc, une alternative, en fait, c'est vous voyez, c'est ce anticorps qu'on appelle un bispécifique ou un trispécifique. En fait, vous voyez, vous allez faire communiquer deux globules blancs, le lymphocyte T et le lymphocyte B. Je vous rappelle, je vous ai dit que le lymphocyte B dans les maladies auto-immunes, c'est celui qui est impliqué dans la boucle auto-immune, donc qui participe, qui entretient cette auto-immunité. Alors, c'est pareil, ça vient des hématologues, hein. On a tout piqué, hein, il faut le dire, il faut être clair. Souvent, on pique les molécules des hématologues, hein. C'est assez classique d'essayer d'utiliser des traitements déjà utilisés dans certaines pathologies. Donc, on a aussi utilisé pour les maladies auto-immunes, donc c'est T-cell engager. Donc là, je vous montre surtout les données qu'on a. C'est surtout par exemple sur les polyarthrites rhumatoïdes. Alors là, vraiment, j'ai trouvé surtout les essais, enfin les données dans la polyarthrite rhumatoïde, ça reste limité. Ce qui est quand même intéressant, donc pareil, hein, vous voyez, donc là, nous, c'est en anglais, mais là, c'est le nombre d'articulations douloureuses, le nombre d'articulations gonflées. Vous voyez, pof, à chaque fois, alors vous voyez, hein, c'est un nombre limité de patients, hein, c'est pareil. Et là, c'est encore nos amis d'Allemagne, Erlangen, avec Georg Schett, qui en fait effectivement proposé ça. Donc, vous voyez, à chaque fois, le nombre d'articulations. Là, c'est l'évaluation de l'activité de la maladie par le patient. Ça veut dire, à chaque fois, je leur pose la question, si vous deviez donner une note à votre rhumatisme, est-ce qu'il est sage ou il est pas sage? 0, il ne parle pas, 10, il est très actif, et donc, vous voyez, le patient note. Voilà, alors c'est 0 et 100. Le DAS 28, pareil, en fait, c'est un mix. On associe en fait le nombre d'articulations douloureuses, gonflées, la CRP et puis l'évaluation. C'est un mix, en gros, c'est pour nous donner, quand on suit nos patients, savoir l'indice d'activité. Et vous voyez, pof. Ça. En gros, c'est très intéressant parce que aussi ça coûte moins cher. Parce que vous voyez, c'est pas un traitement personnalisé, c'est un anticorps qui est produit, qui peut être comme une biothérapie produite à la chaîne et qu'on peut proposer. Alors moi, j'ai un petit peu, et ça c'était pour vous montrer, vous voyez, le Doppler, donc ça c'est l'échographie, c'est pour voir si, est-ce que j'avais dit, l'inflammation ou les vaisseaux. La synovite, c'est juste une inflammation inflammée. Et vous voyez, pareil, hein, ça diminue. Là, en fait, c'est des marqueurs. C'est en fait c'est un examen qu'on appelle un TEP scanner au FAPI. Donc, en gros, vous allez mettre un scanner, c'est aussi vous mettez un traceur qui va se fixer sur des cellules inflammatoires, les fibroblastes. Et donc, vous voyez, hein, c'est très visuel. Tout ce qui est orange, jaune, c'est-à-dire que c'est très inflammatoire. Après, vous voyez quand même que c'est voilà, très, très marqueur. Et là, c'est juste pour remarquer que c'est le marquage. En fait, là, en rhumatologie, c'est très tendance aussi. On est en train de développer des biopsies, justement, des synoviales, donc de la membrane des articulations, parce que toute notre question actuellement, c'est est-ce qu'on peut trouver des facteur prédicteur de réponse au traitement, parce qu'actuellement, en fait, on est limité. Comme je dis aux patients, moi, je sais ce qu'on va perdre, je ne sais pas ce qu'on va gagner. C'est tout ce qu'on recherche actuellement en rhumatologie, par exemple, inflammatoire, c'est des facteurs prédicteurs. Et donc là, globalement, j'en ai parlé j'ai eu la chance, effectivement, de discuter avec, en fait, une médecin italienne qui travaille à Erlangen et qui, effectivement, suit ses patients, les deux, en fait, entre ceux qui ont eu le carticelle et
bispécifiques ou trispécifiques. Et elle semble dire que, par exemple, les trispécifiques, ils ont tendance quand même à plus rechuter. Donc, à voir, effectivement, il nous faut plus de recul là-dessus. Donc, je vous montre juste les résultats qu'on a sur ça. Donc, vous voyez, c'est juste pour résumer, la sclérodermie, c'est intéressant, voilà, ça peut intéresser, mais le Rodnan, hein, c'est l'infiltration cutanée. Vous voyez, il y a des améliorations, le Sjögren aussi, donc vous voyez, à chaque fois, c'est une amélioration du marqueur du score d'activité, la myosite aussi, la polyarthrite rhumatoïde, le lupus, pareil, vous voyez, c'est des choses très... Vous voyez, il y a d'autres, j'ai essayé de voir toutes les pathologies auto-immunes, donc il y a la myasthénie, les anémies auto-immunes, les syndromes antisynthétases. Mais c'est vrai que les carticelles, surtout au départ, ou les bispécifiques, c'est surtout dans les maladies rhumatologiques auto-immunes, donc voilà, les connectivites surtout, mais aussi les polyarthrites rhumatoïdes. Enfin, pour finir, je regarde toujours ma montre parce que je suis un peu bavard, donc j'essaie toujours. Voilà, ça va, j'ai encore 10 minutes. Donc, je voulais juste vous parler de cette dernière innovation. J'espère que je n'ai pas été trop vite. En fait, c'est ce qu'on appelle les nanobodies. Donc, vous avez vous savez, les biothérapies, c'est des anticorps monoclonaux. Donc, en fait, c'est des anticorps qui sont produits à la chaîne. Et en fait, l'idée, c'est de produire un anticorps un peu plus petit, le nanobody. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il m'a mis le chameau? Alors en fait, c'est parce qu'en fait, on utilise les limités du chameau ou du requin. Et oui, en fait, ils n'ont pas la même chose que nous. Ça, c'est un anticorps humain. Et vous voyez, il est différent en fait, l'anticorps de chameau. Parce que voilà, c'est sa structure. Ouais, c'est là, oui, vous direz là, c'est vraiment cette partie-là qui se fixe notamment à la cible de l'anticorps. Et vous voyez, celle-ci, elle est un petit peu différente et elle a une meilleure fixation. Et en fait, ce qui est intéressant, comme je vous le montre, c'est que du coup, ils se fixent, ils ont une meilleure fixation aux cibles. Ils sont beaucoup plus petits. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez avoir dans des concentrations qui peuvent être beaucoup plus importantes de votre anticorps. Et en fait, c'est plus stable. Il y a moins ce qu'on appelle l'immunogénicité. En fait, vous savez, avec les biothérapies, le risque, notamment, c'est de développer des anticorps contre le médicament. Et donc, ça veut dire que si vous développez des anticorps contre le médicament, en fait, il perd en efficacité. C'est pour ça que parfois, si vous avez une biothérapie, parfois on associe avec, par exemple, le méthotrexate, parce que l'idée, c'est vraiment essayer de lutter contre ce phénomène d'immunogénicité, de développer des anticorps. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça? Et donc, encore une fois, je vous parle des données cliniques, notamment rhumatologiques, parce que j'ai malheureusement pas trouvé trop de nanobodies sur les autres pathologies. En fait, si vous regardez les essais cliniques, en fait, nous, on est très jaloux en fait des dermatologues parce que si on parle par exemple d'une pathologie spondyarthrite et le rhumatisme psoriasique, en fait, vous voyez ces données, ça s'appelle, donc nous, le critère, on appelle l'ACR20. En gros, c'est que vous ayez une diminution de 20% du nombre d'articulations douloureuses gonflées et 3 critères sur 5, ça veut dire l'évaluation de l'activité par le médecin, par le patient, de la douleur, de l'inflammation de CRP par exemple, et de la qualité de vie. Et vous voyez, c'est 20%, donc c'est pas grand-chose. En fait, les dermatologues, ils ont un indice d'activité qui s'appelle le PASI. Ça veut dire qu'en fait, dans le psoriasis, eux, ils sont capables de faire disparaître complètement les lésions de la peau. Et nous, vous voyez, on en est encore à réfléchir à des ACR20 ou ACR50. En fait, on a une espèce de plafond de verre, quelle que soit la biothérapie. Donc, c'est pour ça que je vais vous montrer. En fait, vous voyez, ça, c'est deux classes, les anti-TNF et les anti-IL-17. Bah, quel que soit le traitement actuellement, par exemple, dans les spondyloarthrites ou les polyarthrites rhumatoïdes, on a la même chose. Et vous voyez, c'est exactement là, c'est pareil, vous voyez sur ce traitement, donc qui est comparé d'un anti-TNF ou un anti-IL-17. Et donc là, c'est en fait à côté, ça c'est un nanobody qui cible l'interleukine 17. Et finalement, bah, en fait, il y a des données très intéressantes. Vous voyez sur ce qu'on appelle la RCR 50, donc 50%. Bah, en fait, vous voyez, ça fait quasiment aussi bien que la biothérapie, voire ça a des meilleurs résultats. Donc celui-là, en fait, c'est pour vous montrer pour la polyarthrite rhumatoïde, c'est un anti-TNF, c'est développé par les Japonais. Là, je vous ai fait la comparaison, par exemple, avec un inhibiteur de Janus kinase qui s'appelle l'upadacitinib. Vous voyez en fait l'ACR, par exemple, vous voyez l'ACR 50, vous êtes à 50% de réponse voilà, avec l'upadacitinib. Là, vous voyez que l'ACR 50, pour certains, vous arrivez à 80% de réponse. Alors, la question que nous, on se pose, et donc là, c'est pour vous montrer, je vous montrerai après, mais en fait, il y a des biothérapies actuellement, par exemple, qui ne marchent pas dans certains sites. Par exemple, dans la spondyloarthrite, on a ce qu'on appelle le parti périphérique, les articulations, vous voyez, les poignets, les coudes, les genoux, les hanches.
qui ont une action, mais par exemple, ils n'ont pas d'action sur le dos. La question qui se pose, c'est est-ce qu'en fait, c'est parce qu'il n'y a pas la cible ou est-ce que c'est parce qu'ils ne sont pas assez concentrés? Et pareil, est-ce que ce plafond vert, c'est parce qu'en fait, nos anticorps ne sont peut-être pas assez concentrés? Donc là, c'est pour vous montrer, donc c'est une dernière, toujours la même chose, dernière innovation. Donc, c'est pour montrer à quoi ça ressemble. En fait, vous avez cette en PES, ils appellent ça un affibody. Donc, vous avez le nanobody, vous avez l'affibody. En gros, c'est que, vous voyez, il y avait un domaine, donc c'est une protéine, l'albumine, hein, que vous savez, qui est assez présente, qui nous, quand on dose aussi, c'est pour voir l'aspect nutritionnel, mais qui est présente dans le sang. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez faire, comme c'est petit, une forte concentration de ce médicament par injection. Et en plus, ça dure longtemps. Parce que même, j'en ai pas parlé, mais il y a actuellement des essais où on fait, par exemple, pour le psoriasis, développer une injection par an. La question qui se pose, c'est de faire une injection par an pour traiter. Et en fait, vous voyez que bah, ce traitement, là, c'est pour juste montrer, et vous voyez, il bloque beaucoup mieux l'interleukine 17, qui est une cytokine inflammatoire dans les rhumatismes, par rapport aux anti-IL-17 qui sont actuellement utilisés en pratique courante. Et donc là, c'est pareil, c'est juste pour vous montrer en fait que les données qu'on a sur elles sont pas mal. Et ouais, c'est pour ça que je voulais vous montrer. Nous, en fait, ce qui nous a, qu'on voit dans les congrès notamment, c'est ces données notamment d'ACR 50, où en fait, on a certains 70 voire 80%. Alors, c'est un essai de phase 2. Donc, il y en a tant l'essai de phase 3, qui est là, vraiment l'étude où là, on compare contre la molécule de référence. C'est des données qu'on n'avait pas en fait, hein. Vraiment, on a, quelle que soit en fait la classe thérapeutique, la nouvelle classe thérapeutique, finalement, elle était équivalente. Et là, vous voyez avec ces nanobodies ou ces affibodies, bah, peut-être qu'en fait, on arriverait à avoir à battre, en fait, à dépasser ce plafond de verre parce que dans nos rhumatismes inflammatoires, on a malheureusement, quelle que soit la molécule, voilà, un plafond de verre sur cette réponse. Et je pense que j'ai été tout. Alors, j'espère que j'ai pas été trop bavard. Je crois que c'est bon. Voilà. Et je pense qu'on va peut-être passer à l'autre topo d'abord, sauf s'il y a une question brûlante. Il est midi. Euh, je pense qu'on a éventuellement le temps pour une ou deux questions avant de passer au topo. Je pense que ce qui a bien été montré, c'est montrer la rapidité de l'évolution des progrès médicaux, en fait, hein, qui ont plutôt tendance à se faire de manière exponentielle, hein. On a commencé en douceur il y a 20 ou 30 ans avec des médicaments peu ciblés. Ça s'est vraiment accéléré très fort avec des thérapies, des anticorps monoclonaux, etc. Et là, ce qu'on a voulu aussi vous montrer, c'est que finalement, en l'espace de 1 ou 2 ans, donc c'est extrêmement récent, on arrive à des options thérapeutiques incroyables. Enfin, on est un petit peu bluffé quand même par les résultats en fait, de ces options thérapeutiques qui viennent beaucoup du domaine de l'hématologie ou des progrès techniques dans la production des anticorps. C'est ce que tu as montré avec les nanobodies et les affibodies. Mais c'est un petit peu fascinant quand même, hein, pour nous, pour les patients, ces progrès thérapeutiques. Alors, ça demande bien sûr toujours un mot de prudence, c'est-à-dire que on veut toujours que ces médicaments soient, leur efficacité soit bien prouvée dans des essais thérapeutiques, donc on démontre bien qu'ils soient efficaces. Il y a toujours aussi une prudence sur les effets secondaires, évidemment à court terme et à long terme. Euh, mais les résultats qu'on a, notamment sur les CAR T-cells et les bispécifiques, sont vraiment rassurants quand même sur les effets secondaires à court et même maintenant déjà à long terme. Et donc, clairement, il y a une agitation majeure autour de ces traitements. Et la bonne nouvelle, quand même, c'est que la France n'est pas du tout en retard pour évaluer ces traitements et les proposer aux patients, puisque c'est aussi important de le dire, et tu l'as dit, mais je me permets de réinsister dessus. Ces traitements, notamment les CAR-T-cells, sont des traitements qui, au départ, viennent du monde industriel. Euh, mais il y a très peu de pays, mais la France en fait partie, pour lequel les académiques, donc les centres hospitaliers universitaires, commencent à produire leurs propres traitements, donc à devenir entre guillemets indépendants de la dépendance industrielle, si j'ose dire. Et donc, on est un des rares pays aussi à faire des véritables essais académiques utilisant ces nouveaux traitements. Et ça, c'est une grande chance quand même qu'on a en France de pouvoir financer des essais académiques par des financements gouvernementaux. Et c'est pas le cas partout.
Merci pour votre question. En fait, comme je l'ai dit, la première patiente pour lequel elle a bénéficié Carticel, c'était une patiente qui avait un lupus qui était quasiment au stade de la dialyse, en fait. Et vraiment, il y a eu une amélioration spectaculaire, alors même un peu trop spectaculaire, parce qu'en fait, la question qu'on se pose, ce qui a été montré comme donnée, c'est que le lupus, il y a, sur l'atteinte rénale, vous avez des données, des modifications aiguës et chroniques aussi. Et le problème, c'est que les données qui montrent, en fait, il y a quasiment plus de protéinurie, ce qui est étonnant, alors qu'on sait que c'est une maladie chronique pour laquelle il y a des dommages séquelaires où on s'attendrait qu'il y ait un niveau résiduel de protéinurie. Mais en fait, tous ces patients, c'est des patients qui sont réfractaires, qui, vous voyez, qui ont déjà une atteinte d'organes qui peut être parfois avancée. Et c'est pour ces patients pour lesquels, malheureusement, nos traitements ne sont pas suffisants. Mais ce que disait par exemple le professeur Amoura, qui était à la Pitié-Salpêtrière, pour certains patients, par exemple, la vascularité cérébrale, arrêter les traitements auto-immuns avant de faire le carticelle, bah, quand ils font une poussée d'une vascularité cérébrale, c'est pas la même chose même qu'une poussée de néphropathie lupique. Et donc là, c'est quand même là, ils ont dit, ils ont serré les dents en espérant que la patiente ne faisait pas de poussée. Parce que, vous voyez, hein, on arrête tous les traitements auto-immuns, enfin, pardon, les traitements immunosuppresseurs, avant de les mettre dans ces thérapies. Donc, voyez, la polyarthrite rhumatoïde, encore une fois, je mets des guillemets, ça va être des articulations qui gonflent et ça va être la CRP. Donc, bon, il n'y a pas de risque vital ou de séquelles vraiment en court terme. Là, sur d'autres pathologies, c'est quand même beaucoup plus. Enfin, vraiment, c'est une discussion qu'il faut avoir vraiment avec les patients et discuter vraiment du pour et du contre pour ce type de technologie. Alors après, je complète en disant que les choses ne sont jamais figées. C'est-à-dire que les choses sont toujours en train d'évoluer. Donc, par exemple, sur la question des arrêts des traitements avant les carticelles, ça va probablement évoluer aussi parce qu'on fait ça par prudence pour favoriser l'action des carticelles. Mais on commence à dire que peut-être il n'est pas obligatoire d'arrêter tous les traitements avant risquer, comme tu disais, une poussée majeure. De même, ce qu'on appelle la chimiothérapie, qui est en fait l'utilisation d'un immunosuppresseur à forte dose avant les carticelles pour leur laisser de la place, c'est en train d'être aussi un tout petit peu relativisé et probablement on va utiliser des conditionnements beaucoup plus faibles. Donc il y a aussi une courbe d'apprentissage hein, et aussi d'expérience qui se fait avec ces nouveaux types de traitements. Toujours est-il que ça reste des traitements qui sont extrêmement prometteurs pour certains patients, et notamment pour répondre à la question des patients qui sont réfractaires et toujours actifs malgré des traitements, plusieurs lignes de traitement antérieures. Et pour terminer aussi là-dessus, il y a aussi beaucoup de discussions, mais c'est normal. Enfin, je veux dire, c'est ça aussi qui est important de voir avec vous, les patients. Il faut bien sûr comprendre que les discussions, voire les hésitations que vous pouvez parfois sentir du côté médical sont aussi parce que parfois il n'y a pas non plus une vérité certaine et définitive et que les choses peuvent évoluer. Par exemple, si on prend les carticelles, il y a un gros débat à l'heure actuelle de dire est-ce qu'il faut réserver ce traitement aux formes les plus sévères après l'échelle de 5 ou 6 lignes de traitement antérieures ou alors est-ce qu'il ne faut pas les proposer plus tôt à des patients qu'on sait qu'ils risquent d'être sévères pour leur éviter d'avoir 5 ou 6 lignes de traitement derrière, d'avoir des séquelles et d'éviter les séquelles. Et bien ça, à l'heure actuelle, maintenant, personne n'est capable de le dire, mais en tout cas, pour vous dire que c'est un débat médical. Alors, il y a énormément de recul avec les carticelles en hématologie, puisque c'est utilisé depuis plus de 10 ans en hématologie pour traiter, comme je disais, les lymphomes. Vous voyez qu'on est dans les carticelles à maladie auto-immune, on est à plusieurs centaines de patients qui, cumulés, hein, sont traités. Il y a des essais thérapeutiques qui sont en cours. Mais de toute façon, comme n'importe quel traitement qui est utilisé, carticelle ou pas carticelle, il y a une attention très poussée sur les effets secondaires à court, moyen et long terme. On reste extrêmement prudent. Et on parlait de décision médicale partagée, mais c'est vrai aussi pour participer à ces essais thérapeutiques et ensuite, quand ils seront disponibles pour utiliser ces traitements, ça restera une décision médicale partagée. Hein. C'est-à-dire qu'on expliquera pourquoi on pense que c'est bien de mettre ces traitements-là et pourquoi il faut les mettre ou pas les mettre et que les patients comprennent l'intérêt ou expriment des réticences qu'on peut tout à fait comprendre aussi. Ça sera le même processus. Hein. Disons que euh, le point aussi, c'est qu'en tant que médecin, professionnel de santé,
il faut pas non plus qu'on ait une attitude, on va dire, de quelqu'un de tout puissant, qui serait capable de faire disparaître la maladie avec un coup de baguette magique, d'accord? C'est pas encore le cas quand même. On a des médicaments qui sont extrêmement efficaces. Il faut quand même qu'on reste relativement humble en termes de pourcentage d'efficacité, parce que c'est pas non plus du 100%, en termes d'effets secondaires potentiels, etc. Donc, il faut aussi qu'on reste, quand même, on garde raison, on va dire là-dessus, et qu'on puisse vous proposer et vous présenter des données objectives d'efficacité, de tolérance à court, moyen et long terme, pour qu'on puisse décider ou pas d'aller sur ce type de traitement si on pense que ça va être bénéfique pour vous.